Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce second débat consacré à l'avenir de la République. Nous continuons à poser et à répondre aux questions qui s'imposent après ce coup de force manqué. L'ordre constitutionnel a été défendu, mais le socle de la confiance, lui, reste quelque peu fragile. Il ne suffit pas de condamner l'acte, il faut aussi analyser le terrain politique, sécuritaire, social qui a rendu une telle initiative possible. Nous allons aborder dans ce second débat le thème la responsabilité de la classe politique face au putsch. Notre objectif, mesdames et messieurs, est double. D'abord, analyser la responsabilité de la classe politique, non seulement dans la survenance de cette situation, mais aussi dans la gestion aux premières heures et dans les semaines ou les jours qui ont suivi les marches de soutien au chef de l'État et à la République, par exemple, sont-elles une réponse constructive? Ensuite, nous nous projetterons dans l'avenir pour déterminer les actions structurelles urgentes qui doivent être engagées pour verrouiller l'ordre constitutionnel et éloigner définitivement le spectre de l'instabilité. Nous avons l'honneur d'accueillir 3 invités au profil divers. Je suis avec Dr Aimé Tchefa, sociologue politiste, dont l'éclairage nous aidera à comprendre les fractures sociales. Bonjour à vous, Monsieur Tchefa. Bonjour, Madame Topra. Également avec nous sur ce plateau, M. Alain-François Adiou, homme politique engagé, ancien ministre. M. Adiou, bonjour. Bonjour, Madame Toboula. Merci d'être là. Merci à vous aussi. Et enfin, le 13e invité, Dr Juste Kodjo, politologue et professeur agrégé d'études de sécurité à la New Jersey City University aux États-Unis, ancien officier supérieur des forces armées béninoises. Bonjour, Monsieur Kodjo. Bonjour, Madame Toboula. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Nous allons commencer par la toute première question. Docteur Aimé Tchefa, je me permets de me tourner vers vous pour commencer notre diagnostic. Les récriminations des mutins étaient multiples. Ce sont des sujets qui ont pour la plupart occupé les débats au sein de la classe politique et sociale. Quand vous les avez écoutés, avec le recul, ces récriminations sont-elles le symptôme peut-être d'une érosion plongée du contrat républicain? Lorsque vous parlez d'érosion et ensuite de contrat républicain, je ne saurais accepter sous cette forme. Et je vais dire, vu également sous cet angle, l'acte qu'ils ont posé. Écoutez, lorsqu'ils parlent par exemple des AME, alors vous pensez que cette question est urgente au point où l'on prenne des armes pour la défendre? Bien entendu, non. Et si vous demandez aux AME, quelle qu'en soit la catégorie d'AME, c'est-à-dire aspirant au métier de l'enseignement, ben, ils vous diront que ce n'est pas nécessaire. Et ils ne peuvent pas défendre les AME plus qu'eux-mêmes, qui ont mis en place plusieurs canaux pour poser leurs problèmes et trouver des solutions appropriées. Donc je crois que nous allons évacuer cela. Lorsque vous prenez la question sécuritaire, est-ce que vous ne voyez pas quelque part que nous sommes bénis lorsque nous sommes entre des États du Sahel qui, de part et d'autre, ont toujours géré ce problème depuis des décennies? Le Niger, le Burkina Faso, le Mali, et même pourquoi pas le Tchad. Et dernièrement, des pays qu'on croyait bien au-delà de cela, tels que la Côte d'Ivoire, qui a déjà essuyé les affronts des terroristes 2 fois par-delà, et même le Togo. Donc, aucun pays dans notre sous-région véritablement n'échappe à cela. Alors, nous ne pouvons donc pas dire que ça là aussi est pertinent et fondé au point où il faut prendre des armes pour pouvoir le faire. D'accord. Disons qu'il parle entre autres aussi de népotisme dans l'armée. Il l'aurait perçu de quel angle de vue? Étant entendu que toute armée serait en restructuration et dynamisée par rapport aux défis de l'heure, et que, selon la loi,
le chef suprême des armées reste le président de la République, qui peut promouvoir ou démettre par rapport à des objectifs qu'il connaît et que nous ne pouvons pas connaître au regard de l'ambition qu'il a pour l'armée et surtout au regard des objectifs qu'il voudrait atteindre et que dans ce domaine, on ne vient pas exposer au marché pourquoi l'on fait ci ou ça. Où situez-vous alors le point de rupture pour que ce putsch ne serait même envisageable? Non, je crois que c'est à eux qu'il faudrait plutôt chercher à savoir ou à demander ce qui serait passé dans leur tête. Pourquoi? Parce que nous avons amorcé une très belle dynamique depuis 1991 et chacun de nos chefs d'État en apporte par rapport à sa personnalité et par rapport au génie qui est le sien. Et puis, depuis 1996, vous avez vu, je crois, on est dans une dynamique qui est appréciable. Au regard de l'immensité, de la qualité des chantiers à nous livrer, au regard des réformes productrices d'impact que nous constatons, certainement chacun par rapport au secteur d'activité au sein desquels il exerce et exerce ses talents, et aussi par rapport au fait que le Bénin est en train de se redécouvrir, puisqu'on a parlé de rupture, et je crois que sur plusieurs plans, effectivement, il y a rupture. Je n'ai jamais imaginé que de sitôt de mon lit, dans ma chambre à coucher, je pouvais obtenir mon casier judiciaire, alors qu'avant, il faut que je voyage, il faut que je donne 1000 francs ou 2000 par endroit, et il faut que je fasse du pied de grue, et que pour un papier de 1500 peut-être j'aurais à dépenser à terme 20 000 francs. Donc je crois quand même que chacun de nos chefs d'État de 91 à aujourd'hui a su apporter quelque chose à l'autel du développement et à la consolidation du processus de notre démocratie. Bien entendu, je continue par dire, la démocratie est une route et non une destination. Et les démocraties que nous envions si tant aujourd'hui ne se sont pas construites en 2 ou 3 décennies. Bien. Monsieur Alain Adiou, vous êtes un homme politique, je vous poserai la même question. Qu'est-ce qui a fait le lit? Quel a été le fertilisant de cette situation? Qu'elle soit même envisageable avant d'être mise à exécution? Je suis dérangé de parler du putsch et je ne voudrais pas en parler. Je voudrais surtout aller plus loin dans le temps et montrer comment est-ce que progressivement nous nous sommes éloignés de 1990. Permettez que je procède ainsi. Avant 1990, nous avions connu des crises, mais l'essentiel de la crise était économique. L'essentiel. La crise était financière, banqueroute, cessation de paiement, beaucoup de réactions de part et d'autre, des morts. On s'est retrouvé à l'Assemblée, au PLM Aledjo, convoqué ou invité par le chef de l'État d'alors, tout le monde le sait. Et le problème qui était posé, c'est aidez-nous les politiques, les dirigeants, à résoudre ce problème financier. Et les participants à la conférence ont dit non. Ce n'est pas seulement de ça qu'il s'agit. La crise était financière, c'est vrai, mais ce qui a fondé la crise est politique. Le choix politique à ce moment-là, c'est par là qu'il faut résoudre le problème. C'était la racine du problème. Aujourd'hui, nous sommes aussi en crise, mais ce n'est plus une crise financière, ce n'est pas une crise économique, c'est une crise politique. On pourra y revenir. Donc 90, 2025, crise, mais pas du même contenu, de la même nature. Alors je reviens à 90. Qu'est-ce qui a permis la réussite de la conférence nationale? Ce n'est pas que les Béninois d'alors étaient plus intelligents, plus patriotes, non, c'est pas ça. 3 piliers ont permis de réussir la conférence nationale. Je voudrais les rappeler. Premièrement, c'est la réconciliation. Deuxièmement,
la participation citoyenne. Et troisièmement, l'unité nationale. La réconciliation des dirigeants entre eux, des politiques entre eux. Parce que, permettez-moi l'expression la plus ordinaire, ils se mangeaient la tête, ils se cognaient, ils ne s'appréciaient pas, ils s'éliminaient. On peut dire que c'est le propre du milieu politique, un peu partout. Donc, réconciliation entre les dirigeants, d'abord. Et j'ai vu à la conférence nationale, au démarrage, des gens ne se sont pas salués. Ils se sont évités. Mais au fur et à mesure de la première journée seulement, quand on a commencé à parler, à inviter les gens, etc., ceux qui n'osaient pas se rapprocher ont fini par se saluer, se taper dans le dos, s'embrasser. Il y a eu du chemin. Donc, réconciliation des politiques entre eux. Réconciliation des dirigeants avec les dirigés. Réconciliation des dirigeants, des dirigés avec le pays. Okay. Ces trois niveaux de réconciliation, progressivement, on s'en est éloigné. Premier pilier. Deuxième pilier, la participation. Les dirigeants, à ce moment-là, avaient compris que la démocratie à mettre en place par les Béninois, compte tenu de notre culture, de notre identité, etc., devait être progressivement une démocratie participative. Donc, les citoyens devaient prendre une part importante. J'allais même dire une part déterminante. Troisième pilier, l'unité nationale. Donc, je disais au départ que nous nous sommes progressivement, depuis 1990, éloignés de ces trois piliers fondateurs de notre système démocratique. Donc, pour moi, c'est la classe politique dans son entièreté qui porte la responsabilité du malaise dans lequel nous sommes. Mais ce malaise, pour rien au monde, ne peut justifier ce qui est arrivé le 7 décembre dernier. Pas du tout. Un putsch ne peut pas s'expliquer par des difficultés socio-économiques. Pas du tout. Donc, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Nous allons analyser la situation plus en profondeur. Nous nous sommes éloignés de ces piliers fondateurs qui ne sont pas de l'ordre matériel. Et à mon avis, c'est ça qui porte la responsabilité des difficultés que nous vivons actuellement. Vous avez convoqué trois éléments essentiels en partant de 90, cohésion, réconciliation, unité nationale. Alors, à quel moment avons-nous raté le coche pour que nous nous retrouvions dans une situation confuse? On rappelle que cela ne saurait justifier ou expliquer une tentative. 90, la conférence n'a duré que 10 jours. C'était inédit. Les participants n'avaient pas eu le temps et ne pouvaient peut-être pas mettre en place les modes opératoires. 91, régime transitoire. Ça leur incombait. Le Premier ministre d'alors, surtout, parce que pas forcément le chef de l'État, puisque c'était le même, mais le premier gouvernement d'alors devait commencer à fixer les repères à partir des grandes valeurs déterminées, identifiées par la conférence. Nous n'avons pas fait. Si on prend un seul exemple, le système partisan, juste cet exemple-là, nous n'avons rien fait. Nous sommes allés au nombre que nous connaissons des partis politiques. Il a fallu 2016. D'accord? Donc, depuis 90-91, au lendemain de la conférence nationale, les vieux démons ont ressurgi. Parce que, dans la pratique politique, c'est du « ôte-toi que je m'y mette ». Et nous n'avons pas pris le temps. Nous n'avons pas pris le temps de nous interroger progressivement. Donc, au fur et à mesure que les régimes se sont succédés, 91, 96, 96, 2006, etc., nous nous sommes éloignés des valeurs. Monsieur Kodjo, analysons alors maintenant le rôle de la classe politique dans la surveillance de ce type de crise, puisque Monsieur Adiou a été direct sur ce sujet. Généralement, le peuple n'appelle pas spontanément à un coup d'État, mais il est quotidiennement exposé peut-être à des discours politiques livrant et à l'instrumentalisation même du mécontentement dans une sous-région ouest-africaine marquée justement par une instabilité chronique où les coups de force réussissent, le refus constant d'accepter justement les règles du jeu démocratique par la classe politique, qu'il s'agisse de l'opposition ou du pouvoir, ne crée-t-il pas
une brèche qui permet justement à l'armée de se croire autorisée à intervenir. Ben, avant de répondre à votre question, je vais d'abord très brièvement dire que je suis ici avec une double casquette. Ancien officier supérieur des forces armées, vous l'avez rappelé, mais aussi en tant que chercheur dans le domaine d'études de sécurité. Donc, je suis un peu dans mon marigot, si vous voulez. Et de ma position d'ancien militaire, je me dois ici de condamner avec fermeté et sans ambiguïté ce qui a eu lieu. C'est important parce que des acteurs impliqués d'un côté ou de l'autre sont des gens que je connais. Des acteurs dont la vie était directement exposée et risquée sont des gens très proches. Donc c'est personnel pour moi ce qui s'est passé. Et donc je tiens encore une fois ici à condamner avec fermeté et à prier pour qu'on n'en arrive plus jamais à cette étape-là, à ce qu'on a vu. Cela dit, ma casquette de chercheur, mon domaine de prédilection, ce sont les rébellions armées, les coups d'État, les mutineries militaires, les guerres civiles. Et malheureusement, de cette position-là, je ne suis pas surpris par ce qui est arrivé. C'est ce que j'étudie au quotidien. Et j'ai passé les dernières années à sonner l'alerte. Et là, je me détache de ma casquette de citoyen béninois pour me positionner en analyste. Et quand vous étudiez les coups d'État, ou les rébellions armées, ou les mutineries militaires, les causes sont généralement de deux ordres. Il y a l'ordre de la motivation et l'ordre de la faisabilité. Quels sont les facteurs qui motivent des gens à prendre des armes contre leur État? C'est la question centrale. Et généralement, on répond à cette question pour dire, là aussi, il y a deux possibilités. Ce sont soit des griefs corporatistes, quand il s'agit de coups d'État, ou parfois ce que nous appelons le greed, la cupidité. De gens qui veulent s'enrichir, des gens qui sont très vulnérables par rapport à l'argent. Donc ça, c'est l'aspect motivation. Mais vous comprenez que dans tous les pays du monde, il y a des griefs. Il n'y a pas toujours de coups d'État dans tous les pays. Il n'y a pas toujours de rébellion dans tous les pays. Alors la deuxième question qu'il faut se poser en tant que spécialiste, c'est de savoir mais quelles sont les conditions qui ont rendu cela faisable, possible. Et là, il faut voir, d'un point de vue domestique au Bénin, au plan interne, vous l'avez dit au plan sous-régional, au plan international. Si vous commencez par le plan international, vous allez voir, même aux États-Unis, de plus en plus, il y a des tendances de remettre en cause la démocratie. Quand vous en arrivez au plan régional en Afrique et en Afrique de l'Ouest, le consensus autour de la démocratie, le consensus autour du contrôle civil des institutions de la République est de plus en plus aussi mis en cause, ou remis en cause. Nous le voyons autour de nous. Et le Bénin longtemps a fait cette exception. Il n'en demeure pas moins que nos soldats vivent dans cet environnement-là, sont exposés aux mêmes réseaux sociaux que nous, sont exposés aux mêmes informations que nous, vivent les mêmes réalités géopolitiques que nous. Et donc, pour analyser ce phénomène-là, il faut prendre tout cet ensemble. Oui. Au plan international, au plan régional, au plan interne. Nous avons, mes deux prédécesseurs ont parlé du consensus de 1991. Quand vous voyez la génération, moi je suis d'une génération, j'avais 14 ans quand la conférence a eu lieu. Tout au long de mon cursus militaire, nous recevions de façon récurrente des formations qui nous rappelaient la nécessité de la soumission de l'armée au contrôle civil. Un consensus qui date de 91, que nous on a vécu. Les plus jeunes ne l'ont pas vécu. Les meneurs de cet ignoble acte, dont je connais certains,
ils sont beaucoup plus jeunes. Ils n'ont pas la mémoire que mon doyen, le professeur Adiou, a du consensus de 91 ou du docteur Tchefa. Et donc, ils naviguent dans un autre marigot que nous. Si nous nous contenterons seulement de juger, plutôt que d'analyser, d'apprécier et d'évaluer, on se ferait du tort. Cela veut dire que ce sont, on va dire, les postures plus ou moins de la classe politique qu'ils écoutent ou qui les inspirent. En d'autres termes, M. Kodjo. Comme j'ai dit, ils sont exposés à une variété de sources d'informations. Aussi bien sur les mouvements, les fameux mouvements panafricanistes qui ont le vent en poupe aujourd'hui, aussi bien aux réalités géopolitiques de la sous-région, aussi bien aux discours politiques internes au Bénin. Et donc, dans ce contexte, quand vous mettez le tout ensemble, sur les milliers de soldats qu'il y a, malheureusement, ils se trouveront qui seront vulnérables à certaines offres, à certaines tentations. Et donc, au-delà de la condamnation, il faut vraiment analyser en profondeur les sources. C'est ce que nous cherchons à faire. Justement. Monsieur Adiou, au vu de ces éléments apportés par Monsieur Kodjo, et surtout que vous avez indexé la classe politique comme premier responsable, alors est-ce à dire que notre classe politique a clairement nourri des ambitions chez ces citoyens devenus déloyaux aujourd'hui? Il m'est difficile de parler de la classe politique. Elle nourrit les dissidents, enfin les mutins, mais ce sont des citoyens. Donc oui, pourquoi pas. Mais ce que moi je présente comme analyse globale, c'est que progressivement, nous avons mis en place ce qui a justifié des mécontentements profonds. Que ces mécontentements s'expriment de cette façon-là, c'est non, ce n'est pas la bonne manière. Mais nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a des mécontentements dans le pays. Nous ne pouvons pas ignorer cela. Je disais que là où nous avons trébuché, c'était depuis le lendemain de la conférence nationale en 90, et que ça a progressivement évolué. Je prends un ou deux repères. Pour avoir été au gouvernement très proche, je m'excuse de le dire, du chef de l'État d'alors, le général Kérékou, je l'ai entendu, et nous l'avons beaucoup entendu dire, que la Constitution a été taillée à sa mesure. Ce qui, quelque part, n'est pas faux. Mais moi, je dirais plutôt que la Constitution de notre pays est taillée sur des gens vertueux, sur des hommes et des femmes vertueux. Et la première vertu, c'est l'humilité, la simplicité, le pouvoir comme service. C'est ça que nous avons fait sortir de la conférence nationale. Mais comme j'ai dit, nous n'avons pas mis le modus operandi en place progressivement. On a manqué de le faire. Et quand le général Mathieu Kérékou finissait à son niveau, enfin au moment où on finissait, il y avait eu le problème de il fallait une transition de 2 ans pour relire la Constitution. Mes amis s'en souviennent, nous avons entendu ça, moi j'étais au gouvernement. Il y avait eu 2 camps au niveau des ministres. Ceux qui disaient oui, il faut marquer une pause pour corriger ce que nous avons observé après la pratique. Les autres ont dit non, il ne faut pas. Surtout que la société civile n'en voulait pas du tout. Mais on avait conscience qu'il y a des insuffisances dans la Constitution. On a toujours dit, bien sûr, la Constitution n'est pas... Non, elle doit être révisée. Ce n'est pas... Et même si c'était la Bible, d'accord? La relation entre le citoyen béninois et sa Constitution, c'est ça qui donne l'allure de la Constitution sacrée. Sacrée entre guillemets. C'est parce que le citoyen a été consulté. Et les réserves qu'il a faites ont été prises en compte.
il s'est senti propriétaire, entre guillemets, de ce grand document. De ce grand document qui détermine le comportement des uns et des autres dans la cité. Mais progressivement, nous nous sommes éloignés. Quand le général Mathieu Kérékou est parti, que le président Yahi Boni est arrivé, vers la fin de son deuxième mandat, le bruit avait couru aussi que les menaces pour la révision de la Constitution, que les menaces étaient dans l'air. Je prends un autre petit exemple. Les élections, le code électoral. Nous avons passé du temps pour avoir un code électoral dans notre pays. Mais à chaque élection, nous changions des choses dans le code électoral. C'est des comportements presque anodins pendant qu'on le fait. Mais quand on a continué à le faire avec des restrictions plus fortes, ça a nourri des mécontentements sérieux. Donc, une situation politique quand même, c'est fait de quoi donner, de quoi prendre, même si c'est difficile à prendre, ça devrait, bon, pas couler dessus forcément, mais être compris ainsi. Je me suis inscrit depuis le début, et c'est ma marque particulière, hein, et je la réclame. Je me suis inscrit dans la logique des Béninois à mettre en place un système démocratique à leur identité, propre à eux. Dans très peu de pays, on parle de démocratie sur la base du consensus. Le consensus à valeur démocratique a existé dans notre pays, mais ça a disparu. Ça a progressivement disparu. Alors que c'était confirmé comme le consensus. Ce n'est pas sorti de nulle part, le consensus. C'est que les dirigeants ne doivent pas se mettre au-dessus du peuple. Mais ces acquis, nous les avons progressivement mis de côté. Donc je suis d'accord avec vous. Mais moi, je suis en train de parler de la démocratie béninoise, sans oublier la sous-région. Hein. Il y a beaucoup de choses au niveau de la sous-région qui peuvent justifier ce que nous sommes en train de dénoncer actuellement. Mais me limitant au niveau interne, au niveau domestique, je dis, voilà des choses que nous avons faites, que les dirigeants ont faites, que les citoyens aussi ont faites, qui ont préparé le lit à ce genre de comportement qui est forcément à dénoncer. Ça invite à reprendre la situation en main et à nous demander qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça définitivement. Quand à la conférence nationale, le numéro 1 des forces armées, Vincent Guézoudier, pour ne pas le nommer, a pris la parole après avoir engagé l'armée par écrit au niveau du comité préparatoire, mais a pris la parole en pleine réunion au PLM Arédio et a dit ouvertement que les militaires vont rester désormais dans les casernes. C'est sur la base de la confiance qu'il fallait faire aux civils qui ont choisi de gouverner de façon sage. Donc, ces acquis-là, il faut qu'on les remette en place. La stabilité n'est pas un héritage. La stabilité se construit progressivement. Progressivement. Et nous avons manqué de cette sagesse-là pour nous préoccuper du bien, le bien commun. Le bien commun. Alors, ça, je le dis, ça peut paraître bizarre, mais ce sont des choses qui nous caractérisent et que nous avons progressivement délaissées. Donc, oui, nous avons à constater ce qui est arrivé, à le déplorer, mais à dire ce qui a préparé le lit reste toujours là et nous devons nous préoccuper de ça pour que cela ne se reproduise plus jamais. Mais mon frère, l'ancien militaire, l'a dit, depuis 53 ans, nous n'avons plus jamais eu de coup d'État. Depuis 1972. Donc tous ceux qui n'ont pas 53 ans n'ont pas connu ça. Moi, j'ai connu. J'étais à l'université déjà. Donc on n'a pas connu ça depuis 53 ans. Pourquoi cela arriverait-il aujourd'hui alors que 1990 est passé par là?
Bien, tonton Amechefa, je veux vous interroger sur cette posture également de la classe politique, ou d'une frange de la classe politique qui constitue une certaine défiance permanente des institutions, le fait de les remettre en cause. Par exemple, déjà aussi la légitimité des personnalités qui se retrouvent dans ces institutions, ne nourrit-elle pas ou ne nourrit-il pas aussi quelque peu cette manière de ne pas avoir ce respect extrême à nos institutions? Voudriez-vous avoir une classe politique constituée de religieux ou d'ecclésiastiques? La réponse est bien évidemment non. Revenons à, c'est-à-dire une analyse collée aux faits. Un acteur politique est quelqu'un qui, par essence, aspire au pouvoir. Et de ce point de vue, donc, est un acteur stratégique et rationnel. C'est-à-dire, il dispose de stratégie et de raison pour pouvoir mettre la main sur le pouvoir. Bien évidemment, c'est un processus qui, à bien des égards, efface l'humilité, la simplicité, malheureusement, professeur Adéou, parce que l'homme politique n'est pas un homme religieux. Et ce serait une erreur de croire qu'il y aurait une catégorie plus vertueuse ou moins vertueuse. Ils n'y vont que simplement à l'aune de leur témérité, de leur courage ou de leur inspiration. Et à eux tous, je ne ferai pas de cadeau au regard de ce qu'ils sont fondamentalement. D'ailleurs, Debonald a dit « les hommes politiques s'égalent et s'équivalent » de ce point de vue-là. Et fondamentalement, vous n'allez pas confier autre mission aux partis politiques que celle qui consiste, d'accord, à trouver les voies et moyens pour animer la vie politique, pour pouvoir gagner le pouvoir politique et bien entendu former et à la limite éduquer leurs militants au patriotisme et au bien républicain. Alors, de ce point de vue-là, donc, je l'ai dit, il n'y a fondamentalement pas de parti politique qui a réussi partout au monde. Les partis politiques s'essayent à cela. Et après cela, je l'ai aussi dit, la démocratie n'est pas une destination, c'est une route. Et je le reprends, les démocraties que nous estimons qu'elles sont fortes ou stables, observez bien et vous verrez qu'il y a des secousses et des soubresauts. Vous vous rappelez comment le président Trump est revenu au pouvoir. Vous avez vu ce que ça a donné. La démocratie en France, vous suivez et vous voyez ce que ça a donné. Que dire alors de la démocratie russe qui en est une aussi? Donc il n'y a pas, selon moi, de modèle véritablement prolixe, c'est ça qu'il faut copier. 10 ans ou 20 ans dans la vie d'une nation, c'est pas grand-chose. Disons-nous la vérité. 10 ans ou 20 ans dans la vie d'une nation, c'est pas grand-chose. Là, nous en sommes à 35 en revanche, les péripéties par lesquelles nous passons pour mieux stabiliser notre démocratie, avec des voyants et une bonne dose de veille stratégique, ces péripéties-là sont importantes. Et je vous le redis, c'est ce que j'ai souvent dit, et je suis d'accord pour faire le débat là-dessus. Lorsque vous mettez une constitution en place, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier que chacun de nos dirigeants, en l'occurrence nos chefs d'État, se comportent comme des évaluateurs de notre constitution. Donc, la gouvernance ou le style de gouvernance ou de conduite de l'action publique par chacun de nos chefs d'État arrive à mettre à nu quelques failles latentes ou cachées que nous ne connaissons pas. Et c'est en regardant 3, 4, 5, 6 passés que peut-être vous et moi nous ne serons plus ici, mais que les faits aient été documentés, alors on s'appuierait là-dessus pour réviser, et ça partirait peut-être pour une 50aine d'années. Donc en cela, moi, je n'ai pas
de sentiments ou d'effets particuliers. Et je trouve que cela ne peut pas être une raison pour des citoyens qui ont tourné dos. C'est plutôt eux qui manquent de vertu. Ces militaires manquent plutôt d'humilité et de simplicité. Ils s'initient dans un processus qui n'est pas le leur. Ils se retrouvent à un endroit où ils ne devraient pas se retrouver. En fait, c'est de cela qu'il s'agit. Mais ils sont dans un environnement dans lequel ils entendent les choses, comme votre voisin de la gauche le dit. Mais nous tous nous entendons. Si cela suffisait à les conditionner, alors c'est un mauvais conditionnement. Ils sont où aujourd'hui? Alors que, selon moi, ils ont d'autres canaux à travers lesquels ils poseraient leurs problèmes. Et peut-être ils seraient bien plus écoutés de façon beaucoup plus fine. Il n'y a pas de gouvernance humaine qui serait parfaite. Et il n'y aura personne que vous placerez là qui sur la ligne ne faillirait pas. Alors, si c'est ça, ça veut dire que tous les matins, il y aura des coups d'État. Docteur Metchefa, quand on prend les situations qui se sont produites dans les pays de la sous-région, Mali, Burkina et Niger, en dehors des questions corporatistes et sécuritaires, c'est la classe politique qui, on va dire, qui a été au banc des accusés pour justifier ce qu'ils ont eu à faire. Je reviens à une question fondamentale. Vous voulez une classe politique d'ecclésiastes? Vous ne trouverez pas. Ça n'existera nulle part au monde. Pour moi, il y a des faits qui sont humains, ou si vous voulez, qui relèvent de l'humain. Il y a des défauts qui relèvent de l'humain. Il y a des façons de faire qui relèvent de l'humain. Et l'on ne saurait prétester de cela lorsqu'on est sous serment et sous le drapeau national pour prendre les armes. Pour moi, ce sont des raisons qui sont véritablement fallacieuses. En fait, il faut taper ailleurs pour pouvoir collecter de très bonnes données. Ceux-là se nourrissent à quelle source? Quel lait boivent-ils? Quelle eau boivent-ils? C'est de cela qu'il s'agit fondamentalement. Alors, comment comprenez-vous que dans la même armée, vous avez des gens qui estiment que tout va bien? Et ils ne sont pas aux affaires, ils n'ont aucune responsabilité. Ils ne sont que de simples soldats et estiment quand même que tout va bien pour eux. Et c'est comme cela que fonctionne toute société. Sur chaque acte, vous aurez des gens qui seront pour, vous aurez des gens qui seront contre. Et le professeur Adiou a suggéré une idée qui je trouve géniale. La discussion qui finit par générer le consensus, qui a une valeur, moi je dirais, constitutionnelle. Sur des choses où la Constitution reste muette, nous discutons et nous finirons par trouver un consensus qui serait comme un article qui existe dans la Constitution pour résoudre un problème qui était très chaud. Et n'oublions pas, les crises ont une fonction dynamique selon Lewis Coser. S'il y a ces événements, c'est qu'ils ont des causes. Et si vous êtes médecin, vous vous préoccupez de diagnostiquer ces causes. Vous ne vous préoccupez pas. Après avoir condamné le virus et tout le reste, il y a quand même un travail à faire. Et donc, se contenter de faire appel à la vertu ne suffirait pas, malheureusement. Autrement, comme je l'ai dit, il y aurait ces événements nulle part au monde. Au Burkina, ces militaires suivent les mêmes formations que les militaires béninois, qui se retrouvent tous dans des formations dans des pays à l'étranger. Ils se côtoient dans des missions. Donc, si la vertu, malgré la vertu ailleurs, ces événements ont eu lieu, ça veut dire que malgré la vertu, ici au Bénin, ces événements peuvent avoir lieu. Et tout stratège, tout gouvernant a le devoir, oui, d'espérer pour le mieux, mais de préparer le pire. En stratégie militaire, c'est ce que nous appelons « hope for the best, prepare for the worst ». Oui, nous espérons que nos soldats, nos militaires soient suffisamment patriotes. Oui, nous attendons d'eux qu'ils soient suffisamment vertueux. Mais si nous nous mettons dans la peau de dirigeants, nous avons le devoir de préparer aussi le pire. Parce que, comme je l'ai dit, il suffit seulement
d'une dizaine sur des milliers ou des dizaines de milliers de soldats pour qu'on en arrive à ces atrocités. Et donc, la vertu, l'appel à la vertu ne suffira pas. Et ça, je suis sincère là-dessus. Parce que, aussi ignobles que soient ces actes, aussi capricieux que soient ces individus, je crains qu'ils ne soient pas les seuls aujourd'hui. Et donc, c'est comment faire pour qu'après eux, il n'y ait plus d'autres velléités de ce genre. C'est ça le plus important aujourd'hui. Et pour y aller, oui, il faut convoquer la vertu, oui, il faut rappeler aux soldats sa mission de protection de la nation, sa mission républicaine, mais parallèlement, il faut s'atteler à soigner toutes les petites plaies qui pourraient être instrumentalisées par cette poignée d'individus dont je parle. Monsieur Alain Aliou, au vu du préalable que nous avons fait, questionnez aussi notre manière de faire notre démocratie ici au Bénin. Quand nous observons bien à chaque cycle électoral, le camp perdant s'inscrit systématiquement, par exemple, dans la contestation des actions du vainqueur, ce qui emmène à croire que l'un est bourreau, l'autre est l'éternelle victime de la chouette pratique où cette manière de faire notre démocratie n'arrange non plus rien. En 91, quand nous avons fait la présidentielle, c'était le président Soglo qui avait été déclaré gagnant. Son vis-à-vis l'a félicité. En 96, ça a été un peu plus difficile. Quand le président Kérékou a gagné, ça n'a pas été facile. En 2000, quand nous sommes partis, 2006, Oui, 2006, le président sortant n'était pas dans la course. Donc, chaque fois que nous changeons de régime, depuis le début, comme je le disais, on a constaté que les choses se passaient plus ou moins bien. Des gens ont rappelé, et à raison, que les élections dans notre pays donnaient des occasions de fête. Mais deux amis ont confirmé ce que je disais. La vertu que je réclamais, moi, enfin que je réclamais, c'est une façon de parler. Ce n'est pas au niveau des putschistes. Non, non, non. Au niveau de la classe politique. Il faut se poser la question, mais comment est-ce que nous avons fait pour que pendant 35 ans, notre constitution nous ait permis la stabilité que nous avons eue? Le débat en partie, il est là. C'est la façon de gérer la constitution par les hommes, fussent-ils des politiques convaincus, aguerris, se battant pour leurs intérêts, etc. Mais il y avait le cadre qui était là. Et chacun le respectait. Chacun s'imposait de le faire. Mais quand est-ce que ça a commencé, les réactions, les non-acceptations du coup, lorsque on a perdu les élections? C'est au fur et à mesure que nous avons commencé à toucher au socle. J'ai parlé du code électoral. Je voudrais, à un moment donné, parler de la liste électorale permanente informatisée. Je veux dire liste électorale simplement. C'est un instrument important. Nous nous souvenons qu'à un moment donné, sous le régime Yahi, il a fallu l'intervention de la Cour constitutionnelle pour imposer la liste électorale. La classe politique, à ce moment-là, c'était non. Yahi était au pouvoir. Les plus anciens qui animaient encore la vie politique au Parlement et dans la société, c'était non, moi je me souviens, j'ai encore les images, des hommes politiques qui parlaient aux citoyens, à leurs militants, non, ne sortez pas, ne vous faites pas, etc. Mais il a fallu, à un moment donné, que la Cour constitutionnelle dise non, recourir aux listes manuelles serait de grands pas en arrière et à imposer. Donc, je le répète,
c'est pas que les politiques deviennent des ecclésiastiques. Non. Non. Mais chacun de nous se nourrit de valeurs. Quand vous venez comme dirigeant, que vous vous imposez de servir votre pays, vous le faites comme vous le voyez vous-même, comme vous le sentez vous-même, mais les règles sont là. Mais si nous touchons aux règles au fur et à mesure, pendant que ça nous arrange ou ça ne nous arrange pas, nous créons des frustrations. Nous créons des frustrations au niveau du civil. Moi, j'ai fini avec les soldats. Hein. Moi, j'ai fini avec eux. J'ai dit, je condamne, je ne suis pas d'accord. Pour rien au monde, ce qu'ils ont donné comme justice, non, pas du tout, etc. Et je me suis mis au niveau de la classe politique, au niveau des citoyens. Mais quand on aura fini de tourner complètement cette page-là, oui. Si on ne se retrouve pas, je dis, ben, qu'est-ce qui s'est passé jusque-là? Pourquoi aujourd'hui, notre constitution, tout le système constitutionnel a été violemment interrogé, remis en cause, etc. Si on ne le faisait pas, nous allons continuer dans le futur à gérer avec les avatars que nous sommes. Donc, oui, c'est à un moment donné de notre histoire politique que les hommes politiques qui ont perdu les élections ont cessé d'applaudir le camp qui a gagné. C'est à un moment donné de notre histoire politique. Et personnellement, je situe ça, il y a quoi? Il y a une dizaine, même pas 20 ans, une dizaine d'années. Voilà. D'accord. Bon, je suis votre regard, monsieur Alain Aliou. Écoute, c'est la lecture que je fais. C'est la lecture que je fais. Le président Yahi Boni a peut-être voulu changer les règles du jeu. Sa prédécesseur hein, aussi, son prédécesseur immédiat aussi. Mais les règles, ça ne se change pas au petit bonheur la chance. Ça se change d'une certaine façon. Il ne suffit pas de dire la loi fondamentale a dit dans quelles conditions on peut la relire. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut regarder qu'est-ce qu'on a fait pour que... Parce que c'est vrai, la démocratie russe, ou à la soviétique, enfin bon, à la française, à l'américaine, tout ça, mais c'est des démocraties qui sont, je dirais, endogénéisées. Je m'explique simplement comme ça. Mais la nôtre aussi a son identité propre. La nôtre aussi a son identité propre. Le consensus, qui est une valeur importante, qui a déserté le forum, mais qu'est-ce que ça a produit? Nous en sommes là. Moi, je ne mets l'accent que sur le politique de façon profonde. Parce que c'est ça le débat d'aujourd'hui. Oui, absolument. Voilà. Qu'est-ce qui nous a amenés là? Est-ce que, une fois que nous allons maîtriser ce qui s'est passé le 7 décembre dernier, nous allons continuer notre marche politique comme si rien ne s'est passé? Est-ce que nous allons continuer simplement comme ça? Est-ce que les dirigeants vont simplement s'asseoir entre eux pour dire, bon, ce qui s'est passé, ça peut être très important, mais c'est juste une virgule dans une longue phrase. Continuons. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, comme quelqu'un l'a dit, je l'ai entendu, ben, nous devons craindre que plus tard, si rien ne changeait dans notre manière de gouverner, si rien ne changeait, que des gens comme eux, dans 20 ans peut-être, ressurgissent. C'est tout. Tonton Emechefa, M. Adiou pose un problème de fond qui est d'ailleurs le cœur de ce débat. Comment on a fait passer ou accepter nos réformes, effectivement, si ce n'est pas cette phrase qu'on sort à tout va, la démocratie c'est la loi de la majorité? Je vais simplement dire, les interrogations du professeur Adiou sont très profondes. Mais entendons-nous, sur ce plateau, nous ne pouvons pas y répondre. Et puis, d'ailleurs, je crois qu'en s'interrogeant, son objectif n'est pas que nous répondons sur ce plateau. Mais ce sont des questionnements fondamentalement importants pour tout citoyen, et surtout pour tout chercheur. Je voudrais préciser deux choses que nous oublions assez. La politique, en définitive, c'est quoi? Et je vous ai dit ici, et je continuerai par le dire, peut-être je le dis et ça passe en flèche. Je vous ai dit que tous les hommes politiques, ou si vous voulez, tous les acteurs politiques s'égalent et s'équivalent. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est De Bonald. C'est-à-dire que ce qui les différencie fondamentalement,
Ce sont leurs inspirations et leur degré de courage, c'est tout. C'est aussi simple que ça. N'allez pas chercher ailleurs. Parce que quand vous regardez dans le fond, pour moi, ce que les poutistes, moi je n'ai pas évacué ça, j'en tiens compte, ce que les poutistes ont mis en avant pour prendre les armes, c'est léger, ça m'a l'air fallacieux, c'est léger, c'est pas profond. Oui, c'est-à-dire, je viens. Nous sommes dans un contexte où, je suppose, le président Talon a commis beaucoup d'erreurs, d'accord, mais il est à 6 mois de la fin de son mandat. Il a dit qu'il s'en va. Visiblement, il a donné tous les signaux. Sa famille politique a désigné un porte-étendard qui a été investi. Et le calendrier électoral n'est pas arrêté. Bon, il s'en va. Au bout de 6 mois, il ne serait plus chef de l'État. En mai prochain, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche si tant et qui justifie maintenant qu'on prenne les armes? C'est-à-dire, j'accorderai plus de crédit et plus, je vais dire, de la matière à réfléchir de façon fondamentale si ce que nous voyons à côté de nous se faisait. Ne soyons pas aveugles. Vous avez vu ce qui se passe au Togo. Vous avez vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous avez vu ce qui s'est passé, ce qui se passait depuis toujours au Cameroun. Et les soldats de ce pays alors. C'est-à-dire que pour moi, je l'ai dit et je le reprends, chacun de nos chefs d'État, moi je les considère comme des évaluateurs de notre Constitution. Lorsque vous encadrez, je vais dire un boxeur qui va à une compétition sérieuse, si vous voulez vous assurer de sa qualité, mais vous lui offrez beaucoup de combats pour le secouer. Et c'est à chaque fois quand il a défaite, vous en tenez compte pour l'entraîner encore plus jusqu'à ce que vous estimez qu'il est prêt. Mais c'est comme ça aussi que fonctionnent nos chefs d'État. Ils n'ont pas les mêmes personnalités politiques. Mais regardez, voyons un peu ce qui devrait être vu aussi. Vous avez vu, le président Talon, quand il a tout fait, il n'a pas pu remettre en cause l'alternance. Et si on s'était retrouvé dans ce cas de figure, comment on allait faire alors? Donc, chacun de nos chefs d'État se donne des limites ou des libertés, mais arrive à se limiter de lui-même. Et ça, c'est important. En réalité, c'est le vrai esprit de 90. C'est-à-dire que l'alternance n'est pas remise en cause parce que, je reprécise, dans les grandes démocraties, vous allez voir un président républicain qui s'en va et c'est un autre président républicain qui le remplace. D'ailleurs, un démocrate s'en va et c'est un démocrate qui le remplace d'ailleurs et il n'est pas interdit même que le chef de l'État désigne quelqu'un. Ça se fait, ça c'est pas un problème en démocratie. D'ailleurs, dans toutes les démocraties, nous avons vu cela. Ce n'est pas interdit. Et rien ne dit que quand quelqu'un quitte, que c'est son opposant qui doit venir. Pas du tout alors. La continuité d'une dynamique ou d'un système en démocratie aussi est autorisée. Et d'ailleurs, c'est pas ça là le vrai débat. Mais que nos chefs d'État ne remettent pas en cause, parce que pour moi, notre Constitution a 3 choses de fondamentales. Ne perdons pas ça de vue. J'ai bien dit pour moi, pour d'autres, ça peut être d'autres choses. 1. La forme de l'État qui doit rester laïque. Oui. Aucun d'entre eux n'a touché à cela. L'alternance. Aucun d'entre eux n'a touché à cela. Je l'ai dit, le président Talon, dans 6 mois, ne sera plus chef de cet État. Qu'il se fasse remplacer par son ministre des Finances, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Aucun. Pourquoi? Parce que en politique, on trouve les moyens pour s'organiser et pour participer au jeu. C'est un jeu. Enjeu et jeu autour du pouvoir. Et il faut rester dans cette dynamique, ne pas perdre ça de vue. C'est-à-dire que
c'est pas une organisation toute faite et on vient, on discute et puis on se partage les choses. C'est pas ça. La notion d'arène est directement collée au mot politique. L'arène. Or, l'arène, c'est où? C'est les Grecs, c'est là où le combat a lieu. Bien sûr. C'est là où la bataille a lieu. Donc, de ce point de vue-là, je crois que pour moi, ce n'est pas là où il faut les attendre. Et puis, la troisième chose dans notre constitution, qui pour moi est importante, la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire, lorsque l'alternance sera remise en cause, on va sauter ce verrou. C'est-à-dire, un mandat que vous pouvez renouveler une seule fois. Lorsqu'on va sauter cela, lorsqu'on va dire cet État n'est plus laïque et lorsqu'on va remettre d'autres choses en cause, j'ai cité ça ici, là nous pouvons mettre la main sur la tête. Mais pour le moment, je crois que ce que nous observons et ce que mettent en avant les putschistes, c'est léger. Non, bon. Je ne dis pas que, je ne dis pas que c'est totalement farfelu, mais je dis que c'est léger. C'est pas lourd. Oui, les putschistes, c'est léger. C'est un incident qui nous sert de prétexte pour donc analyser les faits et gestes des acteurs politiques. Vous avez dit que le jeu se fait dans l'arène. Le docteur Kodjo et le professeur Adiou l'ont dit, et je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est-à-dire que pour votre voiture, la moindre panne mérite d'être analysée pour vous assurer que tout le système n'est pas érodé. Et cette approche proactive et même prospective, je suis tout à fait d'accord avec. Forcément, il y a une panne ou des pannes quelque part. Forcément, dans notre système démocratique, il y a quelques goulots ou goulets d'étranglement qui ne fonctionnent pas. Et c'est justement là où M. Adiou a situé le oui, je suis tout à fait d'accord, mais est-ce que vous pensez que tous sont liés par les règles du jeu actuel? C'est sa problématique. La méthode, selon lui, n'est pas bonne. J'arrive, Madame Touboula. Rapidement, parce qu'il y a un autre en attente. J'arrive, Madame Touboula. Je dis en lien avec le putsch manqué. C'est-à-dire en lien avec le putsch manqué. Maintenant, si nous sautons le putsch, ben, nous aurons plein de choses à analyser. La Sénat, la dynamique institutionnelle, les nouveaux organes, on pourrait analyser tout cela avec la tête suffisamment froide. Mais quant à l'action politique, quant au jeu et en jeu autour du pouvoir, ben, c'est comme ça, parce que nous sommes en politique. Docteur, quand vous avez la parole. Alors, Madame Touboula, je vais convoquer ici une petite expérience personnelle. En 2003-2004, j'ai pris part à une opération de maintien de paix au Libéria, où j'ai vécu en live les atrocités de la guerre civile. Officier à l'époque, je n'ai pas cessé de penser à toutes ces atrocités. Et je me demandais, qu'est-ce que je pourrais faire pour contribuer à prévenir ces genres d'atrocités? Donc la prévention. Et quand j'ai eu l'occasion de faire des études doctorales, j'ai choisi de faire ma thèse sur les causes des rébellions armées et le rôle du consensus dans la prévention des rébellions armées. Je suis resté assis à écouter mon doyen, le professeur Adiou, parler de consensus, parler de démocratie consensuelle, parce que c'est le cœur de mes travaux de recherche. Et j'ai publié un livre sur la question pour proposer un modèle de démocratie consensuelle que j'ai appelé Consencratie depuis 2016. Et ça peut étonner qu'un ancien militaire vienne ici débattre des questions politiques. La raison est simple. Les recherches sur ces phénomènes, les guerres civiles, les rébellions armées, les mutineries militaires, les coups d'État civils, sont tous d'une même famille que nous appelons la violence politique. Et la violence politique est essentiellement le résultat d'une compétition politique mal encadrée, d'une compétition politique mal régulée. Et l'absence de consensus dans cette compétition politique mal régulée aggrave encore plus les risques
de ces violences politiques. Et l'absence de consensus est d'autant plus aggravante que nos environnements sont très fragiles. Ce sont des environnements d'abord ethniquement vulnérables. Nous venons de diverses ethnies et les questions ethniques, que nous ayons le courage de les évoquer ou pas, jouent un grand rôle dans la gouvernance publique de nos États. Et donc, quand vous n'intégrez pas un facteur qui puisse faire de cette diversité ethnique-là une force, ou tout au moins qui puisse réduire les risques de ce facteur-là, vous courez de grands risques. Ça fait un. De deux, lorsque vous êtes dans un environnement où la politique mal encadrée, mal régulée, peut générer des tensions, des conflits, et qu'il n'y a pas des institutions suffisamment fortes pour servir d'arbitre neutre et impartial, vous courez au danger. Mais la force des institutions, justement, ce sont les citoyens qui la lui donnent. Absolument que à chaque fois que nous délégitimons une institution, nous la fragilisons. Nous érodons la confiance institutionnelle qui est un facteur clé de la démocratie. La démocratie, je répète, est fondée sur la confiance, surtout la confiance que placent les citoyens dans les institutions de la République. Et ça, chacun a le devoir de contribuer à renforcer cette confiance. Et lorsqu'il y a au sein de la classe politique ou au sein de la société des acteurs d'un camp ou de l'autre qui essayent de fragiliser cette confiance institutionnelle, nous créons le terreau pour des événements malheureux. Alors, j'ai exprès convoqué cette expérience personnelle pour dire que nous ne pouvons pas déconnecter ce que nous voyons là, si nous l'appelons mutinerie, si nous l'appelons putsch, peu importe, comme j'ai dit, c'est la même famille de violences politiques. On ne peut pas la déconnecter de l'état de la politique béninoise. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut pouvoir poser le diagnostic comme vous tentez de le faire. Vous tentez de nous inciter à le faire. Et le professeur Adiou a remis sur la place, sur le plateau ici, la question du consensus. La question de la confiance institutionnelle que nous avons depuis 90 petit à petit. Et j'ai aussi rappelé que nous sommes aujourd'hui avec des jeunes de 18 ans, de 25 ans, de 35 ans qui n'ont pas vécu ces moments de 91, de 90. Et donc, nous ne pouvons pas simplement nous contenter d'espérer d'eux qu'ils comprennent en fait le sens profond. On a le devoir de le leur enseigner, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas simplement espérer qu'ils le comprennent tout naturellement. Donc, ce que je veux dire pour finir sur cette question, c'est que, je l'ai dit tantôt, il y a des plaies, sans doute. Et le docteur Tchefal a reconnu que ça et là, il y a certainement des pannes qu'il faut voir. Je crois que le débat devrait tourner autour de ça. Parce que si nous le faisons, nous enlevons aux potentiels putschistes de demain des arguments qui pourraient avancer. Et c'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de faire l'apologie du coup d'État, de faire l'apologie de l'insurrection, mais il est question d'admettre que ces phénomènes ne naissent pas ex nihilo, mais qu'ils sont généralement soit la source ou exploités sur la base de certaines plaies existantes et que nous, en tant que société, nos dirigeants en tant que nos dirigeants, avons tous collectivement le devoir de chercher à penser ces plaies. Bien, quand on a fini de situer donc la responsabilité, plus ou moins en tout cas à la part de la classe politique, nous allons retourner rapidement à la régie pour revivre les déclarations qui ont été faites ce dimanche 7 décembre et revenir dans ce studio pour parler de comment justement penser nos plaies. Nous, forces de défense et de sécurité, après une réflexion bien mûrie, avons décidé de prendre nos responsabilités suite aux multiples dérives du gouvernement de M. Patrice Talon. Il s'agit de, sur le plan sécuritaire, la dégradation continue de la situation sécuritaire au nord du Bénin, l'ignorance et la négligence de la situation de nos frères d'armes tombés au front et surtout celle de leurs familles abandonnées à leur triste sort malgré les multiples promesses relayées en grande pompe
sur les médias. La mise à la retraite d'office de nombreux militaires et paramilitaires encore valides sur le plan social. La radiation tous azimuts de fonctionnaires de l'État, détruisant ainsi leurs familles entières. L'annulation de la prise en charge par l'État des dialysés, le dénigrement du corps enseignant à travers la création de la catégorie des AME, la réduction, voire l'annulation déguisée des libertés fondamentales. Sur le plan politique, l'exclusion totale des acteurs ayant des idées jugées contraires à la gouvernance de M. Patrice Talon et la privation de certains citoyens de leur droit de faire le choix de leur candidat. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. Il a fallu cette déclaration de Patrice Talon pour qu'enfin les acteurs politiques commencent à travers des communiqués à se positionner donc dans le principe même de la condamnation du coup d'État. Après, au lendemain, on a vu des marches de soutien au chef de l'État. Dr Emetchef, est-ce que ces manifestations populaires depuis lundi sont pour vous la réponse la plus appropriée et constructive face à comment régler la situation? Non, bien évidemment. Bon, ça, si vous le voulez, je vais dire, ça se passe sous la houlette des acteurs politiques. Bon, maintenant, ça va galvaniser aussi la psychologie du chef de l'État. Quelque part, c'est important pour montrer que, bon, la République est debout, le chef de l'État est soutenu, tout ce qui est républicain a de la valeur. Je crois que ce sont les acteurs politiques qui sont derrière cela. Et aussi, ne perdons pas de vue, ils sont en train de jouer leur rôle. Maintenant, si vous revenez sur la bande que vous avez jouée, observez bien, les militaires ont choisi leurs cibles, c'est-à-dire des cibles sensibles. Ils parlent de leur corporation, ils parlent entre griffes de népotisme à l'intérieur de leur corporation, ils parlent de l'insécurité au nord, ils ont précisé, au nord du Bénin, ils parlent des dialysés, si vous voulez, des malades, ils parlent des AME, ils parlent des acteurs politiques. Donc, si vous voulez, ils ont parlé de tout le monde. Et c'est une façon d'inviter chaque catégorie sociale à se joindre à eux pour poursuivre la révolution. Mais si nous poursuivons cette révolution-là, nous irons où? Observez bien, dans la sous-région et ailleurs, en Afrique centrale, je veux parler du Gabon, quand ils servent cela aux gens et ils viennent
Dites-moi, les putsch récents que nous avons observés, c'est-à-dire au Niger, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, au Madagascar. On ne peut pas tous les citer, hein, on va tous citer tous les pays. Est-ce que vous avez vu les militaires ayant pris le pouvoir l'ont rendu aux civils? Nombre d'entre eux, en dehors du Gabon, Olivier Nguema, en dehors de lui, eux tous, personne d'entre eux n'a pris part à des élections. Et ils parlent de démocratie. Ça veut dire qu'ils reconnaissent l'importance et la suprématie de la démocratie comme mode de gouvernance. Mais ils sont tous là. Ça veut dire donc que leur vraie quête, ou si vous voulez, leur quête réelle, sont profondes. Et il faut faire attention. Sinon, on ne va pas comprendre. C'est une sorte de piège. Quand il lisait, vous avez vu que Pascal Tigri était à ses côtés. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Droite. Tigri était à sa droite. Pourquoi il ne dit pas, désormais le chef c'est moi? Et pourquoi c'est celui-là qui le dit? Donc, il faut faire attention parce que ce sont des pièges. Je crois que le Bénin mérite mieux que ça. Nous n'allons plus retomber parce que c'est une aventure. Ils ne nous mèneront nulle part. Et au terme de 2 ou 3 années de gouvernance, tout ce qu'ils ont dénoncé comme travers, vous les verrez dedans. On a vu la pratique ailleurs. Mais au lendemain de tout cela, il y a plusieurs voix qui se sont élevées. Je reste toujours avec vous, Dr. Aimé Kefa, pour préciser que, profitant de cet instant pour régler notre crise politique, le Parti Les Démocrates a clairement positionné, comme d'habitude, dans la posture de convoquer, en tout cas d'inciter le chef de l'État à convoquer un dialogue pour pouvoir passer cette situation. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je l'ai dit, les crises ont une fonction dynamique. Mes 2 co-débatteurs l'ont dit, il faut diagnostiquer. Il faut faire des diagnostics profonds. J'ai vu le chef de l'État qui a reçu l'Union islamique du Bénin, et qui a utilisé une approche très sage pour dire que on ne conseille pas, que l'islam interdit de conseiller un chef d'État en public. Donc ils ont fait des propositions dans un document et ils l'ont transmis au chef de l'État. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de cet incident, ces militaires nous offrent l'opportunité de discuter, de comprendre ce qui ne fonctionne pas dans notre pays. Et au-delà de ce que chacun peut imaginer, si c'était qu'on allait se mettre ensemble pour poser un diagnostic, il serait beaucoup plus profond. Au-delà de ce que chacun aurait vu qu'il aurait perdu comme intérêt, ou qu'il aurait perdu comme gain, ou qu'il aurait perdu comme droits acquis, vous verrez que le diagnostic serait beaucoup plus profond. Je finis en disant que la politique n'est pas une activité d'enfant de cœur. Ce n'est pas une activité réservée aux philosophes. C'est une activité d'êtres humains courageux qui ont une ambition et qui se trouvent les moyens de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Et c'est en politique qu'on parle d'arène. C'est en politique qu'on parle de lutte. C'est en politique qu'on parle de moyens et de stratégie. Et c'est en politique qu'on utilise beaucoup plus la phrase « ce sont les fins qui justifient les moyens ». Pour venir de futures menaces, la classe politique doit certainement se pencher sur les causes profondes. Monsieur Aliou, pour vous, quelles sont ces actions structurelles pour garantir la préservation de l'ordre constitutionnel établi? Ça va être difficile d'énumérer des actions à cette étape-ci. Ça fait à peine, ça fait même pas une semaine, hein. Voilà, c'est ça. Parce que le recul dans lequel chacun de nous s'est plongé l'oblige à réfléchir. J'avoue que moi j'ai commencé à écrire quelque chose, nous oblige donc à réfléchir, et espérant que le moment viendra où nous allons nous retrouver. Ou à défaut, peut-être adresser ça à qui de droit. Ça peut être au singulier comme au pluriel, hein, ce qui là.
pour que ceux qui seront en situation de réfléchir de façon concrète en tiennent compte. En tiennent compte. Quelque part, je dirais que c'est plutôt bien, que ces militaires-là nous aient réveillés, nous aient fouettés. Deux, Dieu nous a permis épargné du pire. Et puis, maintenant, nous devons, en dehors des causes, disons, des raisons internes, il y a également, les amis l'ont abordé, la sous-région. Nous avançons à grands pas. Et ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Et nous sommes en relation avec la France sans forcément mettre des gants. Voilà. Nous savons négocier, nous savons avancer. Nous construisons patiemment notre développement, notre modernisation, ce qui montre que à coup de milliards de francs CFA, pas forcément de monnaie étrangère, on peut avancer. Donc tout ça, et puis, bon, les amis l'ont dit, nous sommes entourés de pays qui sont sous certaines gouvernances aujourd'hui. Donc oui, il est bon de s'asseoir. Donc ici, ça va être difficile d'énumérer des actions concrètes. Oui, quelles actions urgentes pour peut-être satisfaire toutes les parties ou pour que tout le monde se sente lié par les règles du jeu, pour qu'on ne pense pas qu'une partie est gâteuse et l'autre, voilà, téméraire. Oui, c'est toute la classe politique qui est malade. Vous me connaissez par rapport à ce discours-là. J'ai même des mots plus forts pour dire que la classe politique béninoise est pourrie. D'accord? Donc, il faut s'asseoir pour discuter. Je prends votre question sous cet angle-ci. Qui va le faire? Je dirais, pour ne pas me cacher, aller directement au but, ce sont les dirigeants actuels. Et à leur tête, le chef de l'État. Mais il est partant. Sinon presque parti. Il peut très bien, je ne dis pas une grande assemblée. Ce qui est sûr, nos dirigeants actuels vont tirer des leçons importantes de ce qui est arrivé. Ils vont en tirer les leçons à un certain niveau. Et puisque le chef de l'État sera toujours présent dans l'arène politique, à un moment donné, on se rencontrera. Même s'il laisse ça comme un élément du patrimoine, son successeur qui est au pays, qui a vécu ça relativement de très près avec lui. Bon, ils sont loin d'eux. On a deux candidats. Qui sont dans le pays. On a deux candidats. Donc, sous cet angle, je prends. À moins que par extraordinaire, les choses ne se passent pas telles que prévu. Sinon, nous allons tout droit vers avril 2026. Donc, le prochain va hériter de ça. Et va devoir réfléchir à cela, s'asseoir pour dire, mais moi j'arrive, j'ai ça dans les documents qui me sont remis, on fait comment? Donc, nous sommes obligés de passer par un dialogue. Nous sommes obligés de nous poser les questions et de dire, voici les réponses que nous apportons. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de gâteux et de gens plus propres. Non. Comme vous m'avez vu depuis le début, vous m'avez suivi depuis le début, depuis 1990, nous avons contribué à cela. Chacun a joué un rôle. Donc, c'est la nation qui l'exige aujourd'hui. Au-delà des lois, il faut rétablir des liens. Il faut rétablir des liens entre les citoyens béninois, entre eux et leurs dirigeants. Mais est-ce que le lien entre les citoyens est rompu? C'est plus au niveau de la classe politique que des citoyens. J'ai utilisé presque les mêmes mots, les mêmes images, les plaies, les pannes, etc. Oui, mais il y a des liens qui sont rompus. Ah d'accord. Ah oui, il y a des liens qui sont rompus. Mais que, après une élection, le perdant n'appelle pas ouvertement le gagnant pour lui serrer la main, c'est un lien qui est rompu. Bon, en 2016,
c'est quand même Monsieur Zinsou a appelé c'est quand même Patrice Talon. C'est quand même un lien qui est rompu. Monsieur Adibou. Oui, aussi a appelé. Ça permet au plateau de rire un peu là, parce que ça nous manquait sur ce plateau. Non. Donc, les lois, oui, mais les liens aussi, c'est important. Comment pensez-vous, Monsieur Kodjo, à votre lecture? Je crois que l'impératif pour l'ensemble de la société béninoise, pour les dirigeants en particulier, c'est à 3 niveaux. Le dialogue, comme l'ont dit mes 2 collègues ici. Le dialogue, mais pas un dialogue photo de famille. Un dialogue sincère et inclusif. Nous sommes malheureusement à une étape où la polarisation est de plus en plus galopante. On ne s'en rend pas compte. Il est important que la société béninoise dialogue. L'idéal serait un dialogue sous la forme de ce que nous appelons chez les anglophones bottom-up, inclusif, de la base au sommet, qui va au-delà de ce qu'on a fait en 90. Ça, c'est l'idéal. Mais à défaut de ça, il faut tout au moins un dialogue qui aille au-delà de la classe politique, qui prenne en compte les diverses corporations, qui prennent en compte la société civile, l'armée y compris. Parlons de corporations. Donc le dialogue, c'est un premier pas important. Le deuxième élément, c'est la garantie. Je vais insister sur vos plateaux ici aujourd'hui encore pour dire, moi personnellement, je ne suis pas partisan, ni d'un camp ni de l'autre, mais je suis foncièrement patriote. Et ce que je veux voir, c'est voir tous les acteurs pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour construire le Bénin. Sans qu'on les stigmatise, sans qu'on les classe dans un camp. À chaque fois que vous intervenez sur un plateau, systématiquement, on vous classe soit d'opposants, soit de mouvanciers. On ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et donc, les garanties qu'il faut donner, que je vois, à mon avis, c'est à divers niveaux. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de nos confrères et consoeurs en prison pour diverses raisons. Fondées, non fondées, je ne peux pas, je n'ai pas la capacité d'aller dans le fond. Mais c'est un fait. Et ce fait a des implications politiques. Nous avons plusieurs confrères et consoeurs en exil. C'est un fait. Ce fait a des implications politiques. Nous avons des tensions avec nos voisins, le Niger, le Burkina. C'est un fait. Ce fait a des implications géopolitiques et politiques ici au Bénin. On ne peut pas dissocier ce qui s'est passé le 7 décembre de tout cela. Donc, si nous voulons vraiment régler le problème, il faut trouver la formule pour donner des garanties à chacun de ces acteurs. Parce que le message, l'un des messages que la dernière révision de la Constitution a lancé, en tout cas à tous ceux-là que je viens de citer, que ce soit ceux qui sont en prison, que ce soit ceux qui sont en exil, que ce soit nos voisins, c'est que le statu quo va perdurer peut-être 7 ans ou 14 ans. Ça aussi, ça aura des implications politiques. Parce que la politique, c'est d'abord et avant tout des interactions stratégiques. Action, réaction. Quand vous agissez, il faut s'attendre à ce que les acteurs d'en face réagissent. Et donc, en tenant compte de ça, il est important que soit le régime actuel ou le successeur donne des garanties ou commence dès maintenant à donner des garanties. Pour dire oui, il y aura tout au moins un espace pour réexaminer un certain nombre de choses, ramener la balle à terre, comme j'aime bien le dire. Et ça, c'est important. Et le troisième élément, au-delà du dialogue et de la garantie, ça va être des réformes. Et ça va être l'un des agendas du prochain régime, qui devra tenir compte
de l'expérience passée au cours des 9-10 dernières années, il y a certainement encore des niveaux où il est important de faire des réformes. Et je dis souvent que ces réformes doivent être consensuelles. La méthode compte pour beaucoup. Je vais convoquer, si vous le permettez, Vous finissez là-dessus? Un événement historique qui a eu lieu en 1992, le 2 août 1992, très similaire à ce que nous avons vécu dimanche dernier. Une mutinerie au camp militaire de Kaba à Natitengu. Un officier, capitaine, avec ses collègues officiers et d'autres militaires, presque tous anciens membres de la garde présidentielle du régime Kérékou, ayant perdu en 91, se sont rebellés en 92. Et j'ai écrit un article scientifique sur la question et qui montre qu'en fait, au-delà des causes, la gestion qui a été faite de ce dossier-là, on a vu deux approches différentes. L'une du régime Soglo, l'autre du régime Kérékou. Donc cette mutinerie qui a commencé en 92 n'a pu définitivement être réglée qu'après le retour du président Kérékou au pouvoir. L'approche Soglo a consisté à faire ce que j'ai appelé des mesures, à mettre en œuvre des mesures légalistes. Donc c'est de punir, de radier, de juger au tribunal, même en leur absence. Et en réponse à ces actions du régime Soglo, nous avons vu des épisodes d'instabilité au Bénin. Des tirs sur le camp, sur le centre de conférence nationale, pour les plus jeunes qui n'ont pas connaissance de tous ces événements. Des tentatives de bombes artisanales, ça et là. Des kidnappings d'officiels. Pour en venir où, M. Kodjo? Où je veux en venir, c'est que nous avons une histoire. Et il est important de tirer leçon de cette histoire. Et l'approche légaliste du régime Soglo n'a pas réglé le problème pendant 4 ans. C'est pour ça qu'il y a eu ces réponses. Quand Kérékou est revenu, il a choisi une approche consensuelle. Président de la République, il avait la possibilité d'accorder la grâce présidentielle à tous ceux qui étaient impliqués. Il a choisi de passer par le Parlement, laisser des débats houleux, très houleux au Parlement. Des semaines, des mois, pour qu'on accorde l'amnistie à tous ceux qui étaient impliqués. Et le processus a duré plus de 2 ans. D'accord. Plus de 2 ans. Donc le consensus est parfois difficile. Mais il est facteur de stabilité. Parce qu'après ces 2 ans, ce problème a été définitivement réglé. L'individu qui était à la tête de cette rébellion a continué à servir dans l'armée avec ses collègues, dont certains étaient envoyés pour le traiter. Donc c'est pour dire que l'approche compte pour beaucoup. Et l'appel que je veux lancer au président Talon et à son régime, c'est d'aller au-delà des approches classiques, légalistes classiques. C'est d'explorer toutes ces voies de dialogue, de garantie, de consensus. Parce que parfois, il est important d'envoyer des messages qui vont au-delà des acteurs immédiats. Et j'espère que ça va se faire. Dr Tchefar, comment gérer l'après-putsch? Comment la classe politique doit-elle réorienter son action pour limiter ou finir ou réduire, si vous préférez, le terreau des frustrations? Je voudrais utiliser l'image ou, si vous voulez, l'allégorie du voyageur prudent. Alors, Madame Toboula, vous quittez Cotonou, vous allez à Parakou. Arrivé à Boycon, votre voiture a eu une panne. Vous sollicitez un mécanicien. Il intervient et vous continuez la marche. Maintenant, arrivé à Parakou, vous devez forcément laisser le véhicule à un mécanicien pour 2 ou 3 jours, pour lui demander de vous revoir tout le système et de vous rassurer que votre véhicule n'aura plus de panne au retour.
pour que vous puissiez rentrer chez vous sains et saufs. C'est la même chose que nous devons faire. Le professeur Adiou l'a dit suffisamment, le docteur Kodio aussi l'a dit suffisamment. Sauf que j'ai un petit bémol à apporter. Et d'ailleurs, le docteur Kodio l'a dit, le président Talon, il est déjà en fin de mandat. Donc beaucoup de choses comme patates douces, patates chaudes seraient jetées. Je voudrais préciser que nous ne le connaissons pas encore. Donc, ce faisant... Personne n'a prétendu le contraire. Oui, je le rappelle. Nous n'avons que des candidats. Et c'est en leur sein que l'un d'eux serait élu. Donc, c'est important de rappeler cela. Non, mais franchement, je crois que quelque part, c'est un détonateur. Il ne faut pas voir ça à tout point de vue comme un fait totalement négatif. Sinon, nous serions peut-être assis sur des œufs pourris. Donc, c'est arrivé à un moment même où moi je dirais que c'est bien parce que le président Talon est en fin de mandat. Celui qui sera élu, c'est un Béninois. Ou celle qui sera élue, c'est un Béninois, c'est une Béninoise, et c'est des gens qui écoutent. Et on en tiendra compte forcément pour la suite. Donc, de ce point de vue-là, je voudrais rappeler aussi que la démarche doit être inclusive, puisqu'en définitive, un dialogue n'a de sens véritablement que lorsqu'il est inclusif et que tous les points de vue sont écoutés. Et que lorsque vous venez à un dialogue avec l'espoir que vous serez écouté et que vos recommandations et propositions seraient prises au sérieux, vous y venez à cœur joie, à cœur ouvert, et vous n'hésitez pas à faire des propositions. Donc je crois que rien de tout cela ne manquera pas. Toutefois, ne perdons pas de vue ce qui est fondamental, qui est que à travers les armes, on ne résout rien. Au contraire, on chamboule tout, on mélange tout. Nous l'oublions souvent, le coup d'État du 24 décembre 1999 en Côte d'Ivoire. De 1999 à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire véritablement n'a plus été en paix jusqu'à aujourd'hui. Je dis bien véritablement. De 1999 jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire véritablement n'a plus été en paix. Ce pays a potentiel multiple. Juste à côté, si le général Robert Gueye savait que son acte allait conduire à cette situation, certainement, il n'allait pas la poser. Donc, en dépit de tout ce qu'il y a comme problème, je crois que le génie béninois nous permettra de trouver les moyens, les voies et moyens nécessaires pour poser des problèmes qui, aujourd'hui ou demain, ou au moment opportun, finiront par être discutés pour trouver des solutions appropriées. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Monsieur Alaliou, avant de partir, peut-être je vais vous lancer sur cet élément. Vous qui avez très vite indexé la responsabilité de la classe politique dans tout ce qui nous est arrivé ou dans ce qui nous est arrivé. Aujourd'hui, nous avons une solution qui nous permet de travailler ensemble et de nous écouter. Et je demande si cela peut être une solution qui tombe à pic après cette situation. J'avais dit tout à l'heure que au-delà des lois qui sont nécessaires, au-delà des règles, il faut les liens. Quand les choses sont bien présentées, quand c'est bien expliqué, quand personne ne se sent frustré, quand les points de vue sont pris en compte, quand les intérêts particuliers laissent la place à l'intérêt général, quand c'est la nation qui est mise en valeur, tout le reste est possible. Tout le reste est possible. Et c'est ce qui nous a manqué depuis quelques années. Et c'est ce qu'il faut retoucher. Il faut s'asseoir pour dire aux autres, nous sommes tous du Bénin. Autant nous aimons notre pays, autant vous l'aimez. Si ce n'est pas nous, c'est vous qui allez le faire. Mais c'est nous qui sommes là aujourd'hui. Nous le faisons. Nous reconnaissons que nous ne sommes que des humains, donc des imparfaits. Et si nous faisons que ce n'est pas bien, critiquez-nous pour nous aider à
parfaire, à mieux faire. Donc tout est dans le comportement. Beaucoup de mes amis co-débatteurs l'ont dit, la confiance, la considération de l'autre, même si nous sommes sur un terrain politique. Même si ce qui caractérise le politique, c'est la compétition. Même si c'est cela. Je ne trouve pas. C'est déjà accepté au niveau de la Cour constitutionnelle, donc oui. Bientôt ça va être promulgué. Mais je pense que ça fait partie des choses que nous serons obligés demain à réinterroger. Notre parcours de 90 jusqu'à 2025-2026 devra être réinterrogé ou interrogé par les acteurs, avec les citoyens, avec la société civile, avec tout le monde. Ne pouvons pas ne pas nous interroger. Le plus jamais ça. Ça existe, le plus jamais ça. Depuis la conférence nationale. Oui, depuis la conférence. Voilà. Si vous voulez, je vais vous produire un petit papier. Faire un listing de plus jamais ceci, plus jamais ceci, plus jamais ceci. Ça existe. Ça, c'est comme des piliers que nous devons respecter. Des balises sur notre route. Plus jamais ceci, plus jamais ceci, plus jamais cela. Et il suffit de respecter. Si nous le faisons, il n'y a rien à faire. Nous allons retrouver notre stabilité et elle va s'imposer à toutes les générations. Merci beaucoup, M. Alain-François Adiou. Je ne sais pas si M. Kojo a quelque chose à ajouter. Se trouvent toujours en compétition. Ils ont l'impression qu'ils sont toujours sur un terrain de jeu. Oui. Et le docteur Jeffa l'a dit à plusieurs reprises. Donc parfois, ils perdent de vue un certain nombre de choses parce qu'ils sont tellement engagés dans ce jeu-là, dans cette compétition, qu'ils perdent de vue beaucoup de choses. Et donc souvent on dit, quand vous êtes trop près de la forêt, vous ne savez pas que vous êtes en face d'une forêt. Vous avez l'impression que vous n'avez que des arbres devant vous. Donc parfois il faut prendre du recul, ou il faut des gens qui puissent prendre du recul loin de la forêt pour vous dire attention, vous êtes devant une forêt très profonde. Donc c'est le cas ici aussi parce que là, dans l'arène dont parle le docteur Jeffa, les joueurs qui sont les acteurs politiques peuvent parfois perdre de vue la nécessité de temps en temps amener la balle à terre et de rechercher toujours un dialogue. Docteur Emile Jeffa. Oui, je voudrais rappeler les trois mots forts de notre échange de ce soir, à savoir discussion, consensus, inclusion. De tout ce que nous avons dit ce soir, je crois que on ne peut pas dire que ce qui est arrivé à tout point de vue est négatif. Globalement, c'est négatif. Mais c'est un malheur qui nous permet, en fait, quelque part, nous sommes malades. Et disons que c'est une situation qui rend compte de notre état de santé. Nous avons certainement un ou deux organes de notre corps qui ne marchent pas. Et il faut qu'on diagnostique pour savoir détecter réellement ces organes-là qui ne marchent pas et leur apporter la thérapie nécessaire. Mais je continue par dire que la démocratie est une route et non une destination. Oui. Et que chaque dirigeant, chaque président de la République que nous élisons se présente comme un acteur doté de pouvoir qui teste notre Constitution pour en identifier les failles. Et fondamentalement, rien n'est éternel. Tout se joue dans le temps. Dieu nous a donné tout l'espace, mais nous a retiré le temps. C'est pour ça que nous pouvons voyager, nous pouvons faire de l'agriculture, nous pouvons bâtir des maisons, mais tôt ou tard, nous finissons par quitter sur cette terre. Donc je crois fondamentalement que celui qui gagne, en définitive, c'est le peuple béninois. Et c'est un peuple qui a toujours su inventer un génie. Et le génie que le peuple va encore inventer cette fois-ci, comme d'habitude, n'aura rien à foutre avec les armes, mais plutôt avec la réflexion et le patriotisme. Je vous remercie.
Consensus, dialogue, inclusion comme thérapie à appliquer donc à la situation pour que nous puissions aller de l'avant. Ce qui est arrivé le 7 décembre 2025 est à condamner, mais cela fait le lit à la réflexion à comment donc rétablir la confiance, comment donc permettre aux Béninois et au Bénin d'évoluer avec sa classe politique dans un climat de paix et dans un climat de dialogue et d'échange. Ce sont donc les analyses de nos invités sur ce débat qui a interrogé donc la responsabilité de la classe politique dans la préservation donc de l'ordre constitutionnel, responsabilité avant, pendant et après ce putsch déjoué. Mesdames et messieurs, vous qui nous avez pris au vol, cette émission reste disponible sur nos plateformes numériques, le www.etelebenin.com, sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin. Vous pouvez télécharger notre application ETélé Bénin pour nous suivre un peu plus facilement. Merci beaucoup, monsieur Alain-François Adibou. Vous êtes un homme politique. Docteur Juste Kodjo, politologue et professeur agrégé d'études de sécurité à New Jersey City University aux États-Unis. Merci. Merci, docteur Aimé Tchefa, vous êtes sociologue politiste. Merci surtout à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. ETélé avec vous pour vous.